Quand même les animateurs de l'émission de Fox, The Five, sont prêts à admettre en ondes à quel point ils sont inquiets pour les élections de mi-mandat, il est clair que les choses vont mal pour le président. C'est franchement stupéfiant d'entendre un mot de vérité sortir de l'un des 5 pro-Trump, parce qu'ils font habituellement tout ce qu'ils peuvent pour suivre la ligne du parti. Pourtant, ils admettaient ici que les élections de mi-mandat pourraient très bien tourner au désastre pour les républicains, parce que, même avant la guerre contre l'Iran, les sondages internes des démocrates montraient déjà qu'on se dirigeait vers un raz-de-marée bleu. Seuls les démocrates ont fait basculer des sièges depuis l'élection de 2024. Quand même toute une équipe de commentateurs habitués à jouer les seconds rôles du message de la Maison-Blanche commence à laisser paraître son inquiétude, c'est que le vernis de la propagande a déjà pas mal craqué. Le Texas devrait particulièrement inquiéter les républicains. C'était le point soulevé par Ron DeSantis dans une publication. Ce siège au Sénat de l'État a basculé dans une circonscription que Donald Trump avait remportée par 17 points et le républicain y avait dépensé 20 fois plus que le démocrate. Malgré cela, le démocrate a gagné ce siège. Ron DeSantis a écrit que les élections partielles sont particulières et ne se projettent pas nécessairement sur une élection générale, mais qu'un mouvement d'une telle ampleur ne peut pas être écarté. Les républicains, disait-il, doivent regarder en face l'environnement politique à l'approche des élections de mi-mandat. Quand un territoire qu'on présentait comme une réserve électorale sûre se met à trembler à ce point, le refrain du « tout est sous contrôle » ressemble davantage à un slogan de point de presse qu'à une lecture politique sérieuse. Ce point est tout à fait juste, parce que ce qui s'est passé dans le Texas 9 n'a pas simplement glissé vers la gauche, ça a filé vers la gauche comme une fusée. L'élection du district sénatorial Texas 9, en mars, s'est tenue dans une circonscription que Donald Trump avait remportée par 17 points. Il y a des chiffres qui ne débattent avec personne. Ils se contentent de faire voler en éclats le discours de victoire préparé d'avance. Les républicains n'ont fait basculer aucun siège. Au contraire, des républicains prennent leur retraite et décident en grand nombre de ne pas se représenter, parce qu'ils comprennent à quel point il sera difficile de gagner lors de ces élections de mi-mandat. Quand les gens de l'intérieur commencent à chercher la sortie avant même le vote, la formule « il n'y a rien d'inquiétant » sent de plus en plus la répétition générale. Le danger est réel. Si l'on regarde les tendances historiques, le parti au pouvoir se retrouve généralement face à un vote sanction et il perd des sièges. C'est absolument une bataille en montée, et il faut le dire clairement. En même temps, l'argument républicain est que les élections ne sont pas des référendums, mais des choix, et que lorsque les électeurs ont à choisir entre républicains et démocrates, les républicains sont de mieux sur certains grands enjeux. Dans le sondage de NBC, ils ont 27 points d'avance sur la sécurité à la frontière, 22 points sur la criminalité, 8 points sur l'immigration, et ils sont à égalité sur l'économie. La théorie de ce côté-là est que si les républicains plaident les enjeux plutôt que les distractions, ils finissent par gagner. Mais chaque fois que le camp pro-Trump explique qu'il faut rester centré sur les vrais enjeux, il finit très souvent par bifurquer vers un nouveau numéro de spectacle, comme si le drame télévisuel tenait lieu de politique publique. Cet argument rejoint aussi ce que Joe Manchin aurait dit samedi. Si les démocrates veulent reprendre le contrôle, redevenir majoritaires, ou avoir de nouveau un président démocrate, ils doivent se reconnecter à ce qui se passe réellement. Ils doivent écouter des figures comme John Fetterman et non des figures comme Chuck Schumer. Pourtant, John Fetterman est écarté d'emblée par des dirigeants du parti, comme James Carville et d'autres. En plus de cela, il y a aussi le fait que les démocrates n'ont toujours pas de stratégie de gouvernance claire. Ils pourraient gagner les élections de mi-mandat à cause des tendances historiques et parce que le sentiment anti-Trump est puissant, mais cela seul ne peut pas être la stratégie pour 2028. Ce n'est pas suffisant pour les mener à la terre promise. Les démocrates doivent encore déterminer où ils se situent sur l'assurance maladie pour tous, où ils se situent sur Israël et où ils se situent sur des idées comme les épiceries gérées par l'État. L'aile gauche du parti appuie certaines de ces positions, alors que le courant dominant ne le fait pas. Et ce sont de vraies divisions qu'ils doivent encore régler. Autrement dit, même si l'adversaire est encore désorganisé, cela ne transforme pas automatiquement le reste en stratégie lumineuse, même si le camp Trump adore convertir chaque vide en scène pour un nouveau numéro d'autocongratulation. En même temps, même des figures amicales à Fox poussaient Trump sur un point qui aurait dû être évident dès le départ. Avait-il négligé le fait que l'Iran pourrait frapper des alliés des États du Golfe dans la région si les États-Unis attaquaient l'Iran? La réponse de Trump a été que personne ne s'y attendait,
qu'aucun expert ne pensait que l'Iran allait frapper ces pays, et qu'il ne s'agissait pas exactement de pays amis, mais plutôt de pays neutres, qui vivaient avec l'Iran depuis des années. Il a ensuite bifurqué vers l'affirmation plus large, selon laquelle l'Iran allait prendre le contrôle du Moyen-Orient, qu'il allait détruire Israël avec une arme nucléaire, et qu'après la destruction de son potentiel nucléaire, il avait commencé à construire des milliers et des milliers de missiles, tout en cherchant à développer ailleurs une capacité nucléaire. Il les a qualifiés de gens malades et a insisté sur le caractère incroyable de ce qui avait été accompli. C'est la réponse typique. Éviter le point précis, le recouvrir d'un langage hyperbolique, puis espérer que la salle suive le volume au lieu de vérifier la logique. Mais Trump ment, et il aime particulièrement mentir au peuple américain. Franchement, il devrait y avoir une loi interdisant aux responsables publics américains de mentir au public. Le pays de Galles a adopté une loi semblable, mais pour l'instant, quelqu'un peut s'asseoir dans le bureau ovale et mentir au peuple américain à volonté. Et Trump en profite certainement. Il a beaucoup de mal à vendre l'idée que c'était totalement imprévisible que l'Iran frappe des alliés du Golfe dans la région s'il était visé militairement. Le problème avec cette façon de communiquer, c'est qu'elle fonctionne surtout quand plus personne ne se rappelle ce qu'eux-mêmes disaient la veille. C'est devenu assez évident pour que même la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle Trump avançait cette affirmation reçoive une note de lecteur indiquant exactement le contraire. La note renvoyait à un article publié 4 jours avant que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, un article intitulé « Why Iran Will Escalate » de Nate Swenson, un conseiller et analyste de longue date des politiques liées à l'Iran. L'article a été publié le 24 février 2026, soit 4 jours avant la frappe contre l'Iran. Ce contexte n'a pas été ajouté par des démocrates ni par des libéraux, mais par des lecteurs, tant il était facile de vérifier les faits derrière l'affirmation de Trump. Quand des spectateurs ordinaires doivent finir eux-mêmes le travail de vérification à la place du pupitre officiel, le message de contrôle de la situation s'est déjà transformé en brouillon troué de partout. Non seulement cela, mais les pays du Golfe pressaient Trump de ne pas frapper l'Iran depuis un bon moment déjà. Dès janvier, ils appelaient déjà à la retenue. Ils ne s'exprimaient pas publiquement au sujet des manifestations en Iran, parce qu'ils croyaient que si les États-Unis frappaient l'Iran riposterait contre eux. Ils craignaient que leurs sites pétroliers stratégiques soient visés. Ils craignaient que leurs économies en souffrent. Ils craignaient que même un effondrement du régime iranien crée du chaos dans la région. L'effondrement du régime n'a pas eu lieu, mais tout le reste s'est produit. Des aéroports au Qatar et ailleurs ont été fermés. Des avions sont restés cloués au sol dans des aéroports partout dans le monde. De nombreux aéroports ont fermé. Des compagnies aériennes ont cessé de voler vers des destinations dans tout le Moyen-Orient. Les dommages aux économies des Émirats arabes unis et du Qatar ont été graves, même si ces pays ont dépensé des milliards de dollars pour attirer le tourisme et bâtir le type de capitalisme auquel l'Amérique dit croire. Peu importe ce que l'on pense de ces gouvernements, c'était leur tentative de développement économique, et elle a été rapidement sabotée parce que les gens en lune de miel ne veulent pas avoir à se soucier de frappes de missiles. Quand des alliés ont annoncé les conséquences à l'avance et qu'on les a tout de même ignorées, on n'est plus dans le manque d'informations, mais dans une manière de décider qui aime davantage les applaudissements que la réalité. Cette frustration politique plus large déborde aussi à l'intérieur du Parti républicain. Une ligne républicaine, maintenant, consiste à refuser catégoriquement de voter tout crédit de guerre supplémentaire. Le raisonnement est direct. Plus question de dépenser de l'argent ailleurs, plus question d'envoyer les impôts durement gagnés vers le complexe industriel de la guerre, alors que des gens, chez eux, dans des endroits comme le Colorado, n'arrivent plus à vivre. Ce camp réclame des politiques America First, le Save America Act, la Foreign Intelligence Surveillance Act, avec mandat, et toute une série de lignes rouges qu'il estime devoir tracer, si les républicains veulent conserver leur majorité. De ce point de vue, la trajectoire actuelle ne semble pas très prometteuse. Même le slogan « America First » finit par buter contre les vraies factures. Et à ce moment-là, la décoration de scène ne suffit plus à cacher le bilan. Même sur la question de savoir si l'administration devrait se retirer de l'Iran, la réponse venant de l'intérieur du parti revient essentiellement à dire que cela dépend du président. C'est aussi une habitude bien connue du camp pro-Trump, concentrer toute la décision entre les mains d'un seul homme. Puis, quand ça tourne mal, prêter cela comme s'il s'agissait d'une averse imprévue. Donc, quand Trump dit que personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver,
cette affirmation s'effondre immédiatement. Les mêmes États du Golfe qui ont fini par être frappés lui avaient demandé de ne pas faire cela précisément parce qu'ils craignaient exactement ce résultat. Reuters rapporte que Trump avait été informé que l'Iran riposterait probablement contre ses voisins et fermerait le détroit. Cela, à lui seul, suffit à saper l'idée que personne ne l'avait vu venir. Personne ne pouvait le deviner, et souvent la formule utilisée pour éteindre l'incendie après avoir ignoré exactement les avertissements qu'il fallait lire avec le plus d'attention. Plus troublant encore est ce qui s'est produit lorsque Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, s'est présentée devant le Congrès et qu'on lui a demandé s'il existait une menace imminente venant de l'Iran. Cette question touche au cœur même de la justification apparente de Trump pour frapper le premier. Pourtant, elle n'a pas pu y répondre directement. Elle a dit qu'il revenait au président de déterminer s'il existait une menace imminente, alors même que cette conclusion est censée reposer sur les renseignements recueillis par son propre bureau, les éléments qui permettraient d'appuyer une telle décision. Le fait qu'elle n'ait pas pu répondre oui, le fait qu'elle n'ait pas voulu dire qu'il existait une menace imminente et qu'elle se soit plutôt réfugiée dans l'évitement, est profondément troublant. Cela suggère fortement qu'il n'y avait pas de menace imminente, et qu'elle savait qu'en disant le contraire, elle pourrait s'exposer à des accusations de parjure ou à pire. Elle ne voulait manifestement pas devenir une autre Colin Powell, debout devant le Congrès à soutenir une affirmation comme celle selon laquelle Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Elle a donc esquivé, même si son ministère est censé jouer un rôle central dans la décision de savoir s'il existe un motif pour aller en guerre. Quand la raison d'ouvrir une guerre ne tient debout qu'à coups de détours verbaux, ce n'est plus la force de l'argument qui parle, mais une technique de temporisation devant les caméras. L'échange lui-même rend ce problème encore plus clair. On lui a rappelé qu'en vertu de la loi, elle est responsable de fournir les renseignements nationaux au président, aux chefs des ministères et organismes de l'exécutif, au président des chefs d'état-major interarmés et au commandant militaire supérieur de toute la communauté du renseignement, ainsi qu'au Sénat, à la Chambre et au comité concerné. Elle a acquiescé à tout cela. On lui a aussi rappelé que la loi dit que les renseignements nationaux qu'elle fournit au Congrès doivent être transmis en temps opportun, être objectifs et indépendants de considérations politiques. Elle a aussi acquiescé à cela. Tout cela paraît très complet, très solennel, très conforme à la procédure, sauf que cette procédure commence à vaciller au moment précis où elle touche à la question la plus embarrassante. Elle a également reconnu que, dans sa déclaration d'ouverture, elle remplissait une obligation prévue par la loi et que son témoignage représentait l'évaluation des menaces par la communauté du renseignement. Cette déclaration d'ouverture, soumise avant l'audience, disait qu'à la suite des frappes aériennes de l'été dernier, le programme iranien d'enrichissement nucléaire avait été anéanti. Elle l'a confirmé. Elle a aussi confirmé qu'il s'agissait bel et bien de l'évaluation de la communauté du renseignement. Puis elle a confirmé une autre affirmation soumise la veille au soir, qu'il n'y avait eu depuis aucun effort pour tenter de reconstruire la capacité d'enrichissement de l'Iran. Encore une fois, elle a confirmé qu'il s'agissait aussi de l'évaluation de la communauté du renseignement. C'est à ce moment-là que l'exposé officiel dresse lui-même un mur devant le message que la Maison-Blanche voulait vendre au public. Puis est venue la contradiction centrale. La Maison-Blanche avait déclaré, le 1er mars de cette année, que la guerre avait été lancée comme une campagne militaire destinée à éliminer la menace nucléaire imminente posée par le régime iranien. La question était directe. Était-ce l'évaluation de la communauté du renseignement qu'il existait une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? Au lieu de répondre oui ou non, elle a répondu que la communauté du renseignement avait évalué que l'Iran conservait l'intention de reconstruire et de continuer à développer sa capacité d'enrichissement nucléaire. La question a été répétée dans les mêmes termes. Était-ce l'évaluation de la communauté du renseignement qu'il existait une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? Sa réponse a été que la seule personne qui peut déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente est le président. Voilà exactement le genre de changement de voix typique du langage du pouvoir. Quand la bonne réponse n'existe pas, on change la définition, on change l'autorité, puis on espère que le public changera aussi de mémoire. Cette réponse était fausse. Il s'agissait de l'audience sur les menaces mondiales, où elle était censée présenter au Congrès des renseignements nationaux transmis en temps opportun, objectifs et indépendants de considérations politiques. Elle avait déjà témoigné que la communauté du renseignement évaluait que le programme iranien d'enrichissement nucléaire avait été anéanti
et qu'aucun effort n'avait été fait pour le reconstruire. La question évidente demeurait donc. Malgré cet anéantissement, était-ce toujours l'évaluation de la communauté du renseignement qu'il existait une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? Encore une fois, elle a refusé de répondre oui ou non. Elle a dit qu'il n'appartenait pas à la communauté du renseignement de déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente et que cela dépendait du volume d'informations reçues par le président. Quand une audience sur les menaces mondiales n'arrive même pas à dire franchement si la menace existe réellement, la seule chose vraiment certaine dans la salle, c'est l'art de parler en rond. Mais cette esquive est en soi la réponse. C'est précisément sa responsabilité de déterminer ce qui constitue une menace pour les États-Unis. C'est tout l'objet d'une audience sur les menaces mondiales. Son incapacité à dire oui est donc une réponse en soi, et une réponse profondément troublante. Et, au bout du compte, c'est être aussi le trait le plus reconnaissable du style politique du camp Trump. Quand les faits refusent de se placer au bon endroit sur la scène, on change l'éclairage au lieu de changer le récit.